Les programmes d'annulation de la dette de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement américain sont une honte pour la plupart. Parce qu'ils disent à ces pays, notamment aux pays africains qui en ont récemment le plus souffert, « Ok, nous annulons toutes vos dettes, mais vous devez accepter ces conditions. Vous devez totalement ouvrir vos portes à nos sociétés. Vous devez vendre tous vos biens à nos entreprises, vos services publics, votre eau, vos compagnies de téléphone, vos écoles, vos prisons. Vous devez tout brader à nos sociétés. » C'est comme si on vous coupait le membre là, c'est comme ça que j'explique ça. On vous coupe le membre là-bas, on vous en coupe encore là, et on vous laisse ces morceaux-là, on vous dit vous êtes libre. Ben vous êtes libre, monsieur. Donc, on a lutté contre la pauvreté. Mais quand ils posent la question, mais comment je vais manger puisque je n'ai plus de bras, comment je vais marcher? On dit non, 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 on viendra avec la cuillère, on vous fera manger. Et c'est ça la liberté. L'initiative dite des pays pauvres très endettés permet aux États qui ont respecté les préconisations du FMI d'obtenir l'annulation d'une partie de leurs dettes. Ce qui devrait logiquement leur donner une bouffée d'oxygène sur le plan budgétaire. En réalité, elle ne fait qu'ouvrir une brèche dans laquelle viennent s'engouffrer de nouveaux acteurs financiers qui s'autorisent des spéculations outrancières et que l'on a surnommés les fonds vautours. Les fonds vautours, en fait, la dynamique est assez simple. C'est-à-dire que vous êtes un fonds d'investissement, vous rachetez au 10e ou au 100e de sa valeur une dette contractée il y a 10 ans, il y a 20 ans, et dont tout le monde pense qu'elle ne sera jamais remboursée. Et vous allez devant le tribunal pour exiger le remboursement intégral de la dette, plus les intérêts de paiement et les arriérés. Ce qui fait que vous avez des situations ubuesques où, par exemple, Kensington, un fonds basé aux îles Caïmans, comme par hasard, rachète pour 2 millions une créance du Congo-Brazzaville, et ensuite va réclamer devant les tribunaux 120 millions. C'est-à-dire 60 fois la mise de départ. Que font les tribunaux? Ils disent, vous avez raison. Le créancier a toujours raison. C'est le contrat qui l'emporte sur les contraintes que peuvent avoir les pays en question. Nous avons été victimes des fonds vautours. Nous avons été même lynchés par les fonds vautours. On a failli perdre notre dignité de pays souverain à cause des fonds vautours. Ces fonds se sont permis de saisir en pleine mer des cargaisons de pétrole qui étaient destinées à l'exportation. Ces fonds vautours ont traqué les dirigeants congolais. Je vais vous parler d'une anecdote. Mon prédécesseur à ce poste, arrivé à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et la Banque mondiale, a vu un monsieur lui apporter un mandat d'amener pour qu'il se retrouve en prison aux États-Unis, venu officiellement pour prendre part aux assemblées générales du FMI et la Banque mondiale. Ce monsieur venait au nom des fonds vautours. Quel cauchemar avons-nous vécu. Nous avons frappé au principal port du monde pour demander cette fois-ci de l'aide pour résoudre ce problème, combien accablant pour nous. Elle n'est pas arrivée. Nous avons pris les choses en main. Nous sommes assis avec ces gens. Nous avons discuté. Aujourd'hui, oui, on respire. Nous sommes débarrassés de ces gens. Mais c'est vrai, c'est un mal. Et si j'avais un conseil à donner, encore que je suis peut-être mal placé pour prodiguer des conseils, chaque pays devrait éviter d'avoir affaire à ces gens. Et surtout, bien maîtriser sa dette, de sorte qu'elle ne se retrouve pas sur les seconds marchés, rachetée par des fonds vautours qui viennent faire du beurre sur le dos des États dits faibles. Mais le paradoxe est aussi que c'est grâce à ce fonds vautour que nous avons découvert pour Congo-Brazzaville notamment les comptes secrets offshore de Nguesso. La question d'acheter et de vendre des dettes est une pratique établie dans les marchés d'affaires. Parfois, ça peut marcher. Par exemple, une dette qui ne vaudrait rien peut être revendue à un prix au-dessous de sa valeur. Et ça, c'est une pratique commerciale acceptable. Ce que nous ne voulons pas, c'est d'une spéculation qui gonflerait artificiellement la valeur de la dette. L'État malien se trouve dans une situation intenable depuis l'adoption du nouveau code minier imposé par la Banque mondiale. Le pays qui était auparavant propriétaire de ses richesses n'est plus désormais qu'un actionnaire minoritaire.
La mine de Sadiola est un bel exemple de hold-up organisé sur l'or du pays. Malgré des mois de tractation, l'autorisation de visiter le site nous sera toujours refusée. De lourdes présomptions pèsent sur cette mine qui contaminerait la région avec le cyanure et l'arsenic utilisés dans le traitement du métal précieux. Où va l'argent de la mine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gros caïmans au sein du gouvernement, donc tout ce qu'on gagne, tout ce que les Occidentaux leur donnent, ben, c'est dans leur poche. Hein. Le maire de Sadiola, employé de la CEMOS, Société d'exploitation de la mine, ne nous permettra pas de filmer dans son village malgré nos autorisations ministérielles. Nous aurons plus de chance à Yatela, une mine voisine, où quelques villageoises bravant les interdits, nous avouerons que les femmes font régulièrement des fausses couches, que l'eau contaminée des nappes phréatiques est sûrement responsable de tous les maux, et que les poussières entraînent de graves problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants. Aujourd'hui, où on parle de pillage des ressources du Congo, parce que la Banque mondiale, dans son programme PPTE, a initié la réforme, ces différentes réformes, notamment le code forestier, le code minier. On a livré comment on appelle ça, des permis d'exploitation minière. La Banque mondiale était là, a des experts pour aider le Congo. Et dans toutes ces autorisations d'exploitation minière, pratiquement toutes les autorisations devaient être revues. Parce que c'était un pillage systématique des ressources du Congo. Et la Banque mondiale voyait. Alors on nous dit la Banque mondiale, c'est une banque de développement. Non, c'est une banque de sous-développement. Il faut le dire, c'est clair. L'outsider, le grand outsider, c'est la Chine. La Chine a 2500 milliards de dollars de réserves de change. Et la Chine est en train d'arriver en Afrique, en Amérique latine, et dans d'autres pays d'Asie, avec des montants extrêmement élevés de nouveaux prêts. La Chine s'est engagée à réaliser 6 milliards d'euros de travaux en République démocratique du Congo, destinés au développement d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, ainsi qu'à la relance du secteur minier. En contrepartie, les Chinois auront accès à 6,5 millions de tonnes de cuivre raffiné, 2000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. Cet accord de troc minerai contre travaux a surpris les pays occidentaux, et plus particulièrement le FMI et la Banque mondiale, qui étaient sur le point d'annuler la dette de la République démocratique du Congo. Ces deux institutions ont alors mis comme préalable que ce contrat soit revu à la baisse. Et donc la négociation a été extrêmement pénible, ardue, il faut vraiment le dire, avec du chantage exercé sur Kinshasa, des visites de représentants du FMI, de grands présidents de pays européens qui ont dit « vous renoncez au contrat chinois, on vous efface la dette, vous ne renoncez pas, la dette se maintient ». Nous sommes heureux de dire que le gouvernement et ses partenaires chinois ont travaillé très dur pour reconsidérer ce programme et l'ont en effet bien amélioré, de sorte que la RDC pourra désormais bénéficier à la fois d'un allègement de la dette et de ressources supplémentaires pour les infrastructures dont elle a si désespérément besoin. Je pense que la Chine comprend que l'Afrique a beaucoup de ressources dont elle a besoin, en particulier des ressources naturelles. Elle a également le potentiel d'être un marché important parce qu'elle compte 1 milliard de personnes. Et en 2030, elle sera proche des 2 milliards. C'est un endroit qui a un énorme potentiel. Mon expérience est que, avant mon arrivée à la banque, le mot corruption n'avait jamais été prononcé par le président de la banque.
On n'en avait jamais discuté au conseil d'administration. Comme on me l'a laissé entendre, malheureusement, bon nombre des pays membres avaient des gouvernements corrompus. Et ce que l'on ne voulait surtout pas faire, c'était offenser les dirigeants de ces pays. Et d'ailleurs, certains étaient de grands pays. Et j'ai décidé qu'il m'était égal que ces pays soient ou non corrompus. Mais je n'allais pas diriger une institution qui donnerait sciemment de l'argent à des gouvernements corrompus. Je pense que c'est pas un hasard qu'on ait vraiment commencé à parler de corruption après l'effondrement de l'Union soviétique. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait vraiment parler de ce genre de choses sans risquer un basculement du mauvais côté. Je pense que nos normes morales ont changé. Mais je peux vous dire que cela ne fut pas facile. Tous les pays, même aujourd'hui, ne considèrent pas cette mesure comme étant constructive. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les pays ne se sont pas dotés de moyens anticorruption. Il y a beaucoup de pays qui utilisent la corruption comme outil de concurrence. Je ne les nommerai pas, mais vous devez en connaître. Certains sont d'ailleurs très importants. Mais la corruption ici, c'est une vie. C'est une vie. La corruption, c'est une vie. C'est comme ça que les gens vivent. Parce que vous pouvez aller dans des grandes sociétés de ces pays. Nous prenons par exemple notre société de douane est assise, l'OFIDA. Quand vous allez à l'OFIDA, vous trouverez des bis vraiment archaïques. Mais les gens qui y travaillent se promènent avec des jeeps terribles. Vous verrez les gens qui travaillent à l'OFIDA avoir des maisons là terribles. Ces gens-là construisent des gratte-ciel. Mais l'OFIDA reste avec des tôles trouées. Mais où ils trouvent ce qu'ils gagnent? Où ils trouvent ça? Parce qu'ils ne sont que à l'OFIDA, ils travaillent. La corruption règne. La corruption règne en maîtresse ici. Quand on traite les gens de corrompus, nous ne sommes pas là pour les dédouaner. Ils sont corrompus, Mais la vérité est que cette corruption a été soutenue par les grandes puissances à l'époque de la guerre froide. Bon, même maintenant, c'est le même cas. Aucun dirigeant africain ne garde son argent chez lui, hein. Pas au Congo ou en Côte d'Ivoire ou à Brazzaville. Hein. C'est de l'argent qu'il garde toujours en Suisse, en Espagne, aux États-Unis. Bon, c'est vrai en Afrique du Sud aussi, au Maroc. Hein. C'est pas seulement en Europe. Donc, voilà. L'Afrique devrait s'inspirer de l'exemple de l'Équateur, ce pays d'Amérique latine, qui en 2007-2008 a procédé à l'audit de sa dette pour déterminer la partie légitime, odieuse de la dette. Il y a toute une série de contrats, et on le voit dans le cas africain, qui sont absolument inacceptables, y compris du point de vue du droit international et du droit interne, qui sont parfaitement frappés de nullité. Et donc l'audit, ça sert à identifier ce qui ne doit pas être payé, et sur la base d'un audit, ce qu'a fait le gouvernement équatorien, c'est décider de ne plus payer les parties illégitimes. Et je crois que on ne veut pas être martyr, c'est vrai. Mais il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève et que les Congolais comprennent qu'ils ne doivent pas être comme je suis assise. Sur une mine d'or, je suis sur le diamant, je suis sur le bois, sur le coltan, je suis sur l'énergie électrique comme le site d'Inga. Et après, on n'a pas d'électricité. Je suis à côté du palmier à huile. Et après, on importe l'huile de palme. Et je suis dans un pays où il y a eu des leaders dont on a parlé. Simon Kimbangu, Kimpavita, Lumumba. Mais voilà, le peuple se désengage aujourd'hui. Et ça...
Mais je ne désespère pas, ça viendra.